Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Business Solutions Digitereux. On est en direct du campus de Digitereux à Montpellier. On est ensemble pour un petit moment. On va faire un état des lieux du marché de l'immobilier. Aujourd'hui, on va évoquer les perspectives, les tendances pour 2023. Et pour en parler, pour nous aider à y voir clair, eh bien, je suis avec Olivier Colcombet, président du groupe Digitereux. Bonjour. Bonjour Ariane et bienvenue donc au campus de Digiterra, ici à Montpellier. Et Franck Letendre du groupe Sologer, vice-président du groupe Aviv. Bonjour Ariane, bonjour Olivier, merci de Bonjour m'accueillir. Franck. Bon, c'est un plaisir d'avoir deux experts de renom sur ce plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire plus ample connaissance. J'ai oublié de me présenter au passage. Je le fais maintenant, Ariane Artignan. Je suis journaliste économique, fondatrice de MySuite Olivier Colcombet, donc vous êtes président du groupe Digitereux. Vous nous rappelez, vous nous rappelez Digitereux, l'activité? Alors Digiterra, c'est le groupe qui réunit les marques Capifrance, Optium, deux réseaux nationaux, la marque Dreamkey, un site d'évaluation online, mais aussi la Digiterra Academy, notre école interne de formation pour tous les conseillers qui nous rejoignent. Et en termes d'engagement, on a deux engagements majeurs. Le premier pour faire réussir nos conseillers, donc c'est leur projet de vie. On accueille tous les ans de nombreux conseillers expérimentés ou débutants dans l'immobilier. Et notre engagement, c'est de les faire réussir, monter en compétences pour vivre et bien vivre de leur performance personnelle dans l'immobilier. Et le deuxième engagement, il va de soi, c'est réussir le projet de vie des Français. Et pour ça, on les confie à nos conseillers, on développe les meilleurs outils. On essaye d'être accompagné par les meilleurs partenaires et c'est comme ça que j'ai la joie d'accueillir toute l'équipe Se Loger ce jour. Et Franck est avec nous pour cet échange. Merci Olivier. Donc vous faites grandir vos conseillers, vous accompagnez les Français dans leurs projets immobiliers. Franck Letendre, donc groupe Se Loger, vous revenez un petit peu, vous nous expliquez votre parcours? Avec grand plaisir. J'ai rejoint le groupe Aviv il y a presque un an maintenant. Précédemment, ces 25 dernières années, j'ai évolué dans des entreprises du monde de la tech et j'ai eu l'immense privilège d'accompagner les entreprises nationales, internationales dans leur transformation digitale, tantôt sous un prisme RH, tantôt sous un prisme marketing, tantôt sous un prisme ERP ou autre. Et j'ai croisé sur ma route énormément de dirigeants avec qui j'ai eu encore une fois, l'immense privilège, la chance de pouvoir comprendre leurs enjeux stratégiques et surtout les aider à travers la mise en place de leur système d'information qui est vraiment un moyen de mettre en mouvement les changements les nouvelles pistes stratégiques des entreprises. Voilà. Aujourd'hui, je suis chez Aviv et j'aurai sûrement l'occasion d'élaborer le sujet dans quelques instants. Eh ben alors tiens, attendez, justement, tout à l'heure je vous ai présenté en tant que groupe Se Loger, là vous nous parlez d'Aviv. C'est quoi le lien entre les deux? Alors, Aviv, c'est une entité qui est une filiale du groupe Axel Springer, qui est un géant des médias allemand, qui a regroupé l'ensemble de ses actifs de places de marché immobilier sous la marque Aviv. En France, c'est très connu à travers les marques du groupe Se Loger et également Meilleurs Agents. En Belgique, c'est Imoweb. En Allemagne, c'est Immowelt. En Israël, c'est Yadstein. Et voilà. Et on a décidé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de créer cette structure pour pouvoir répondre à une ambition forte qui est de réinventer l'expérience immobilière et de pouvoir apporter à chacun, durant ce parcours, plus de fluidité, plus de facilité et surtout plus d'efficacité. Donc, avec un trafic qui aujourd'hui compte plus de 22 millions de visiteurs par an, on a la chance de pouvoir concrètement lever les barrières, lever les freins qu'on peut rencontrer durant cette expérience. Et c'est pour ça qu'on s'applique à être le plus efficace possible et fournir les leads les plus qualifiés, les leads de meilleure qualité à nos partenaires que sont les agents, les réseaux sous toutes leurs formes. Et puis surtout de pouvoir aider les porteurs de projets, qu'ils soient acheteurs, qu'ils soient vendeurs, à connecter le bon bien avec le bon professionnel au bon moment.
Merci beaucoup. Olivier Colcombet, en tant que dirigeant de Digitereux, vous dirigez un très gros groupe de conseillers immobiliers. Capifrance Optimum, c'est, respectivement 3 500 et 2 500, conseillers immobiliers. Ça fait donc plusieurs années à ce titre que vous côtoyez, le groupe Se Loger? Alors c'est un historique déjà, le modèle, le business model est né il y a 20 ans avec Capifrance, alors qu'Optium fête ses 16 ans. C'est les 2 plus anciens réseaux français. Alors pourquoi le modèle? Parce qu'il a trouvé son essor grâce au web, au digital, et donc c'est la force de la vitrine digitale versus la vitrine physique. Et bien évidemment, depuis le premier jour, Capifrance s'est appuyé sur la diffusion de Se Loger. Donc c'est un partenariat très ancien. Et puis ensuite, sur le plan du quotidien, ben, j'insisterai sur 2 piliers critiques. Le premier, c'est l'humain. On connaît bien les équipes de Se Loger depuis fort longtemps. Ils sont présents dans de nombreux événements réalisés par nos réseaux. Ça peut être des conventions régionales, des formations, des animations locales, des journées Excellence Plus. Voilà, donc très très présents. Et le deuxième, eh bien, on travaille avec eux sur la performance pour augmenter l'utilisation, faire les bons choix de technologies, d'outils, avoir les bonnes statistiques, les bonnes remontées d'informations. Et donc, Se Loger, effectivement, a une équipe qui est à la disposition de nos conseillers. Et je les invite à les solliciter, bien évidemment, pour augmenter leur performance. C'est un message clé. On recherche la performance chez Digitereux et avoir des acteurs comme Se Loger à nos côtés en fait partie. Franck, de votre côté, comment vous le vivez, ce partenariat avec Digitereux? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, le groupe Se Loger, d'ailleurs cette année fête ses 30 ans, donc et accompagne des professionnels depuis fort longtemps. Ça va faire, comme le disait Olivier, 20 ans maintenant que cette aventure a commencé et on a finalement un point commun, c'est qu'on a, bâti notre croissance avec le développement d'internet et je pense que c'était quand même aussi une des particularités, être un des premiers acteurs qui s'est lancé et qui a permis à ses membres de se professionnaliser, en tout cas de capter ce qu'internet permettait à l'époque. Donc là-dessus, on a beaucoup échangé. C'est un partenariat qui a été mutuellement extrêmement riche puisque, on était à l'écoute, des besoins et on a fait évoluer nos offres pour justement amener cette performance et permettre de connecter, des porteurs de projets, avec des agents et toujours dans cette logique de proximité, d'animation et d'ailleurs depuis quelque temps, c'est plus récent dans l'historique de notre partenariat, mais on a structuré des équipes pour pouvoir être, au contact des, agents sur le terrain. On a beaucoup de remontées d'agents qui nous disent, en fait, voilà, Se Loger, c'est un partenaire, indispensable, c'est un partenaire qui m'a permis de faire développer mon business et on est très content, de ce résultat. Vous dites la même chose, Olivier? Moi, j'ajouterais 2 points. Le premier, c'est que c'est un site de spécialistes, donc un site dédié à l'immobilier, qui est notre cœur de métier. Et nous les sollicitons, nous travaillons avec les équipes de Se Loger, bien évidemment pour l'ancien, mais aussi pour la location, la gestion, le neuf, le commerce. Donc, c'est un site qui va en profondeur dans les différents métiers de l'immobilier que couvrent nos réseaux et tout particulièrement Capifrance qui s'est spécialisé sur ces activités-là. Franck, est-ce qu'il y a des spécificités dans le partenariat que vous proposez à Digitereux par rapport à des partenariats que vous pourriez avoir avec d'autres enseignes? On a évoqué en partie ces points, je pense qu'il y a une vraie relation de confiance. On s'est construit, vraiment, ensemble. On a vraiment, accompagné l'évolution, du modèle. On a pris, probablement à une époque certains risques aussi pour pouvoir, permettre à cette profession, à une nouvelle forme de la profession, d'avoir accès à des outils digitaux. Donc ça, je pense que c'est une particularité qui est assez forte. Comme je vous disais, on est aussi, on a, grâce aux équipes, d'Olivier, accès aussi aux membres du réseau. On est d'ailleurs incité, poussé à prendre contact avec ce réseau. Donc on anime très régulièrement, on fait partie de beaucoup d'espaces d'animation, au sein du réseau qui nous permettent d'être toujours au plus près des demandes et des attentes. Et par exemple, à chaque fois qu'on lance des innovations ou ou des nouvelles offres, on a, le privilège de pouvoir échanger avec les équipes de Digitray. Tout récemment, ce matin d'ailleurs, on a abordé, ensemble avec le comité de direction un certain nombre d'évolutions.
Ce partenariat, donc, on l'envisage comme une vraie force à la fois pour les équipes Digitare et pour se loger, pour promouvoir donc les biens immobiliers pour à l'arrivée satisfaire le plus de clients possible. Alors maintenant qu'on y voit clair sur votre terrain de jeu, sur votre façon de jouer, je vous propose de faire un point sur le marché immobilier qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre ces derniers mois, ces dernières semaines notamment. Olivier, quel est votre regard? Comment est-ce que vous analysez la situation? Alors, le marché immobilier, euh, petite rétrospective, une année 2021 hors norme, exceptionnelle, 1 200 000, plus d'1 200 000 transactions. 2022, un premier semestre déjà qui vivait sur la lancée de 2021. Ensuite, premier petit grain dans les rouages, les nouvelles réglementations avec le HCSF qui impose un maximum d'endettement sur 25 ans et 35% de taux d'endettement. Donc on a vu l'ombre et ça a majoritairement impacté les primo-accédants. Et le deuxième semestre, on en a déjà beaucoup parlé, je me suis prononcé sur le sujet, c'est l'usure, mécanisme ancestral, mais qui était réapparu puisqu'il est fixé pour 3 mois et que ça plafonne le taux à laquelle les banques peuvent prêter. En l'occurrence, comme le TAEG est fixé, le delta, c'est la marge des banques. Et certaines grandes banques françaises, entre autres, depuis la fin, la fin août, voire la mi-août, ont stoppé de prêter pour protéger leur marge. Donc ça vient effectivement perturber. J'étais avec une grande banque française il y a 2 jours qui me disait qu'ils pouvaient refuser jusqu'à 80% des financements. Voilà, donc c'est un élément majeur. J'en tire quand même deux grandes satisfactions. 2022, ce sera très probablement 1 100 000 transactions. Ça reste une très très belle année. C'est 25% de plus que dans les années 2000 qui était le précédent plateau haut. Donc ça, c'est quand même un très beau marché. Et le deuxième, nos études, on a fait une étude IFOP encore récemment avec Optium. On voit que les Français ont un appétit pour investir dans la pierre, dans l'immobilier, soit pour résider, soit pour le mettre en location, qui est très très significatif. Donc ça, c'est un mouvement de fond dont on se réjouit. Et bien évidemment, cet appétit, c'est à nous de l'entretenir pour bien les servir et les aider dans la construction de leurs projets. Et vous, Franck Le Tendre, vos analyses de marché immobilier, qu'est-ce qu'elles disent? Ouais, elles disent des choses très similaires à ce que vient d'évoquer Olivier. Bon, ça, c'est rassurant. Voilà, effectivement, on sort de 2 années d'euphorie où on a atteint des niveaux historiquement très hauts. Nos économistes, effectivement, prévoient un atterrissage 2022 aux alentours d'entre 1 50 000 et 1 100 000 transactions. Donc moins que l'année dernière, mais c'est quand même très voilà, élevé. il y a un petit effet de tassement par rapport à l'année dernière, mais ça va rester de toute façon la deuxième année la plus haute historiquement parlant. Donc voilà, donc c'est un marché extrêmement dynamique et si voilà, il faudrait vraiment qu'entre maintenant et la fin de l'année, on ait un quart des promesses qui soient refusées pour qu'on passe sous le seuil symbolique du million de transactions. Et voilà, c'est assez peu probable. Donc voilà, on prédit un grand cru encore. Vous l'avez d'ailleurs à l'écran. Vous pouvez voir sur ce graphe le 1 200 000 transactions de l'année dernière, le 1 100 000 et le plateau dont je parlais dans les années 2000 jusqu'à la rupture de 2008. Donc on voit que c'est une très très belle performance avec une progression qui a débuté en 2014 jusqu'à nos jours. Mais comment vous voyez la suite? Alors, Olivier, je peux répondre, tu compléteras. La suite, on est bon, c'est difficile de dire, on va dire à conditions géopolitiques et macroéconomiques équivalentes. On prévoit effectivement dans le cas d'un léger retournement de marché qui est beaucoup plus tendu et on va être dans une logique de raréfaction de l'offre. Mais malgré ça, on voit quand même des signaux assez positifs pour que le marché de la transaction reste à un niveau assez élevé. Est-ce que ce sera 900 000, est-ce que ce sera 1 million? On pense que 2023 sera sur un niveau sensiblement équivalent à celui de 2022. Bon, alors les volumes de vente, c'est bien, c'est intéressant, mais ce qui intéresse tout le monde, ce sont les prix. Alors avant de venir au prix, je voudrais revenir sur les volumes. Il y a des indicateurs de fond. J'ai parlé de la motivation des Français, cette nécessité d'épargner. 65% des Parisiens souhaitaient quitter Paris pendant les périodes de confinement.
Ils sont peut-être 5 à 8% à l'avoir fait. Donc on a un vivier, une motivation de fond pour bouger. Et ça, cette mobilité, bien évidemment, crée assez fréquemment 2 transactions et non pas une. Je suis vendeur et je réinvestis ailleurs. Donc il est fort probable, mais le législateur a aussi des actions. On a parlé des taux, on a parlé de l'usure, on peut parler aussi du Pinel, qui pour le moment, on ne sait pas ce qu'il deviendra. Donc le législateur, qui a nouvellement pris ses fonctions, a aussi des positions et des décisions fermes à prendre pour soutenir ce marché et soutenir surtout le désir des Français d'être propriétaires de leur logement. Ce désir, il a changé avec le Covid. Comment est-ce que vous appréhendez justement l'appétit des Français? Qu'est-ce qui a changé? Où est-ce qu'on en est avec la situation post-Covid? Alors effectivement, le covid, a fait réveiller quelque chose qui a toujours été là quelque part, mais qui est, l'appétit des Français pour l'immobilier. Comme le disait Olivier, il y a eu un petit décalage quand même entre l'intention et le passage à l'acte. Pour autant, la tendance qui a été créée à l'issue de cette période se retrouve sur plusieurs éléments. On a parlé de l'offre, sur la partie prix. On a aujourd'hui, à fin septembre 2022, une augmentation moyenne des prix sur la France qui se situe aux alentours de 5,7%, qui est variable d'une région à l'autre, évidemment, mais qui est alors très porté par le milieu rural. Donc c'est aussi ça peut-être l'effet post-Covid. Il y a eu un déport d'intérêt vers des maisons, des résidences secondaires, de la résidence secondaire qui devient potentiellement de la résidence semi-principale. Donc voilà, un déport des villes vers les zones rurales ou périurbaines. Et ça se voit à peu près partout, comme on peut également le constater sur cette carte. On voit derrière très vite les principales grandes villes. Donc le milieu rural, on constate plutôt plus de 8%. Sur les grandes agglomérations dans le top 50, aux alentours de presque 6% d'augmentation de prix, suivi très vite par le top 10 des plus grandes villes. Les deux seules exceptions à cette règle, finalement, qui aussi témoignent peut-être d'un désamour des Français pour la capitale ou pour les très grandes villes, Paris, Lyon, où depuis 2 ans, on constate un tassement des prix. On est à peu près sur un rythme de moins 1,5% par an depuis 2 ans. Donc voilà, 3% de baisse de prix cumulée. Voilà. Après, il y a des zones qui sont devenues des zones dites attractives, hein, donc qui ont bénéficié de l'effet Covid, où on voit qu'il y a eu une très très forte demande. Donc ces zones-là, on ne prévoit pas d'évolution à la baisse, bien au contraire, mais on va être confronté à une raréfaction de l'offre. Et puis d'autres zones où c'est un peu plus tendu et où la baisse des prix va un peu stagner, parce qu'elles avaient été très fortes ces derniers temps. Donc voilà, des villes comme Marseille, des villes comme Strasbourg, par exemple, vont être un peu plus impactées. Olivier? Oui, si on reste sur la même carte, Paris est vraiment marqué parce que Lyon conserve des prix à la hausse. Moi, je soulignerai un point qui nous a marqué au sein du groupe, c'est les métropoles ont vraiment vu leur prix flamber les 3-4 dernières années. Et là, probablement, elles stagnent un peu, mais elles stagnent au profit des villes de périphérie des métropoles. Quand je suis à Bordeaux, a freiné, ou Lyon, mais les villes à moins de... Allez, on parle plus en kilomètres, on parle plutôt en temps de transport, mais moins de 30 minutes, elles, il y a eu ce report qui a permis et qui a engendré une augmentation des prix. Euh, que Franck parlait de rural ou périurbain, c'est vraiment ces villes-là qui ont été dopées par ce désir des Français d'avoir des espaces, d'avoir un environnement plus qualitatif. On ne peut pas ignorer non plus la sécurité ou l'insécurité. Malheureusement, les grosses villes, on parle beaucoup de Nantes en ce moment, mais Lyon, Marseille ou Montpellier sont un peu entachés de cette insécurité, poussent aussi les Français à aller dans des zones périurbaines vues et vécues de façon plus sécuritaire. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Vous parlez de transport et j'ai envie de vous parler aussi de coûts de transport avec la crise énergétique. Comment est-ce que vous pensez que tout ça va influer sur les projets des Français, sur leur budget immobilier? Alors, bien évidemment, ça a un impact, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau transport, puis il y a tout simplement le niveau de chauffage, co. Donc, si on se focalise sur le niveau de transport quelques secondes, les villes périphériques et les grandes métropoles, il y a déjà beaucoup de transports en commun. Une ville périphérique se développe si elle a un TER ou un RER, un train de banlieue, si je puis dire.
Donc finalement, là, ça a moins d'impact. Ensuite, on voit tous les déplacements doux, hein, beaucoup de vélos se développent, donc on voit qu'il y a des reports. Maintenant, c'est un fait que pour s'éloigner au-delà des zones distribuées par le train, entre autres, là, ça devient un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Maintenant, moi, je suis très favorable aux équilibres naturels. Probablement, quand vous allez vous éloigner, bah, vous aurez une énergie de chauffage, par exemple, qui pourra être du bois, ce que vous ne pouvez pas faire en plein centre-ville. Donc, un doux équilibre qui va se faire en gardant quand même à l'esprit que les Français veulent de la qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle aura peut-être un prix sur le coût du transport, par exemple, mais pour profiter de leur environnement proche et offrir à leurs proches une qualité de vie au quotidien. Et ça, c'est aussi une chose qu'on a appris avec le télétravail ou qu'on a appris avec le travail pendulaire. Je rappelle, le travail pendulaire, c'est un des conjoints qui reste, par exemple, à travailler à la Défense en venant 2, 3 jours par semaine et qui fait l'effort de faire 1 heure et demie de TGV pour venir travailler. Alors que le deuxième conjoint s'installe plus en campagne pour bénéficier, offrir un cadre de vie plus favorable. Donc, il y a des équilibres. Moi, j'y crois beaucoup. Et de toute façon, il y a un phénomène de fond. C'est pas nous qui allons l'arrêter. Et l'énergie, bien évidemment, coûte cher. Je pense qu'on va baisser son chauffage, on va trouver d'autres solutions. Et vous allez mettre des cols roulés. Des cols roulés, pas des pantoufles encore, mais des cols roulés, c'est certain. Ouais. Franck Le Tendre. Oui, bah, je rejoins Olivier sur beaucoup de ces constats. Je pense qu'on est nombreux à faire dans la profession. Ça se traduit d'ailleurs assez significativement, on parlait des prix à l'instant, sur aussi la typologie des biens qui intéressent les Français. Donc il y a un regain d'intérêt pour les maisons. On a vu que le prix, enfin comparativement, le prix des maisons a beaucoup plus augmenté que le prix des appartements. Donc ça se retrouve dans le passage à l'acte. Et encore une fois, c'est quand même il y a eu de très, très fortes hausses ces 2 dernières années, où ça se stabilise. Mais voilà, ça témoigne, je pense, de manière assez claire, l'engouement, des Français pour, le calme, la qualité de vie, son pré carré, son jardin, sa maison et de créer un cadre, qui favorisera le développement du noyau familial. Après effectivement, on ne peut pas ignorer, les tendances de fond qui sont celles de l'augmentation, des taux de crédit, qui sont celles de l'inflation. Alors, je rappelle souvent qu'il vaut mieux avoir, tant que le taux de crédit est inférieur à l'inflation, finalement tout va bien, et même si les taux augmentent et effectivement ils augmentent, hein, on devrait, finir l'année avec des taux plutôt aux alentours de 2,75, voilà, avec une inflation à 6,5 à peu près en moyenne sur cette année. Voilà, ça reste quand même des conditions qui sont favorables pour, les primo-accédants, mais également pour les investisseurs. Voilà, ce sont des indicateurs macroéconomiques qui sont quand même toujours, assez favorables à notre industrie. Oui, parce qu'il faut garder à l'esprit que les taux réels restent positifs, quoi qu'on dise de la flambée des taux. Ah, on Et l'a c'est vite oublié. intéressant de faire ce petit rappel Ouais, mais on l'a vite économique. oublié, mais effectivement, il y a 4 ans, on était à 3-4%, on n'était pas à 2. Et dans les années, je sais pas, 70, c'était 12-15%. Et l'inflation est venue gommer ce coût de l'endettement, bien évidemment. Donc, c'est un élément majeur. Olivier, j'aimerais qu'on revienne sur une étude que Dreamkey a réalisée en mars dernier avec BVA. Il ressortait que la nature et le calme constituent les 2 principaux moteurs potentiels de déménagement des citadins à la campagne. Donc cette tendance de fond, quoi qu'on vient de dire, elle persiste. Elle persiste, elle est réelle, c'est un phénomène de fond. Dans nos analyses, et l'IFOP, ça doit faire 5 années qu'on fait cette analyse, qu'on fait cette investigation. Les critères qui sont au-delà de 75% de réponses positives de mémoire sur toute la durée sont tous des critères liés à l'environnement, à l'écologie, au parc, au traitement des ordures ménagères, aux engagements des mairies, là pour le coup. Donc on voit bien que c'est un phénomène de fond. Et oui, je pense, je n'ai pas de boule de cristal, mais et puis les plus jeunes, on voit qu'ils veulent donner toujours plus de sens à ce qu'ils font. Donc je pense vraiment que c'est un phénomène qui s'installe. Après, c'est complexe à gérer pour les mairies, c'est complexe à gérer pour les départements parce que ça a aussi des coûts. Distribution de l'eau, distribution ou ramassage d'ordures ménagères, les écoles, mais je trouve que pour le patrimoine immobilier français, qui est aussi beaucoup à la campagne, c'est un bel avenir pour le rénover
et redonner vie à certaines régions qui avaient plutôt tendance à dépérir. Et ces demandes sur le terrain, vos conseillers, on leur fait, tous les jours? Alors nous, on a une particularité, c'est que nos réseaux se sont développés plus vite historiquement, en réalité, en périurbain. Donc effectivement, on bénéficie de ce mouvement de fond et de ce souhait des Français d'être accompagnés. Ensuite, ça nécessite de poser un certain nombre de questions pour que ce projet de vie qui naît un peu dans un rêve devienne réalité et que les gens trouvent ce qu'ils sont allés chercher et il y a pas que ce ne soit pas déceptif. Mais ça passe par la formation, par l'écoute, par les rencontres qu'on nos professionnels et c'est vraiment un phénomène de terrain. On est très technologique, on est très, algorithme et cetera, mais vraiment là, c'est la rencontre avec un professionnel qui fait la différence. Franck, le temps de votre côté, l'évolution du marché, vous la voyez comment? Alors, on va être, comme on dit, hein, la réalité souvent, la dure réalité va nous rattraper. Donc, encore une fois, après 2 années, d'euphorie, avec, comme le disait, Olivier, un engouement des Français pour l'immobilier qui ne se dément pas, qui reste toujours à un niveau élevé. Voilà, on va être confronté à une problématique de pénurie quand même, de l'offre. Clairement, les stocks ont baissent de façon significative depuis quelque temps maintenant, comme on peut le voir sur ce graphe. Alors, ça se stabilise, ça va peut-être légèrement augmenter comme on le voit là, mais globalement, on va rester à des niveaux qui sont plutôt des niveaux pré-Covid. Voilà, donc voilà, vous savez, quand l'offre et la demande se rencontrent, qu'il y a plus d'offres que de demandes, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va continuer d'avoir une tension sur les prix et c'est surtout un peu la particularité de notre secteur d'activité, c'est que, bah, malgré tout, voilà, les prix continuent de grimper dans quasiment, tous les domaines, à part, comme je le disais tout à l'heure, à l'exception, notable de Paris. Mais encore une fois, il faudrait aller dans des sous-segments pour aller regarder de façon plus précise qu'est-ce qui va être réellement impacté. Alors Donc voilà, donc non, non, mais effectivement, là où, on en parlait, des appartements haussmanniens en rez-de-chaussée, plein nord, Ouais, se vendaient, enfin partaient en quelques jours, en quelques semaines à des prix, quand même très élevés. Donc voilà, il y a une typologie de biens pour lesquels ça va probablement, être calmer un un peu peu. plus difficile, ça va se calmer. Il faut quand même, nous, on projette, un allongement, du temps du projet finalement. Parce qu'on l'a évoqué en partie à travers des conditions de crédit qui se durcissent, mais aussi parce que l'offre va se faire de plus en plus rare. alors comment on explique la raréfaction de l'offre? Alors au début du phénomène, je prenais souvent, l'image de la bouteille de champagne. Donc, on a eu, vraiment une belle envolée avec des biens et une progression lente mais certaine entre, le nombre d'acquéreurs. C'était dans les années 2017-2018. On avait plus de biens à proposer et puis cet engouement d'acheter, a fait que peu à peu on a réduit les volumes, heu et il y a un élément majeur, c'est la rotation. Vous voyez sur le graphe qu'il y a eu 28 de baisse d'annonces ou de stock à vendre, mais c'est en général, on prend comme référence le nombre d'annonces. 28 sur les appartements et 54 depuis 2018 sur les maisons. Alors ça souligne clairement ce que disait Franck sur, l'impact bien significatif depuis le confinement sur les maisons qui ont été plus demandées. Et ensuite, il y a un élément majeur que nous soulignons, c'est que dans le groupe, on est passé de 90 jours globalement de délai pour vendre un bien, c'est-à-dire entre le mandat et le compromis, à 70 jours. Et donc forcément, à un instant T, il y a moins de biens à la vente parce qu'ils partent plus vite, sans parler de nos conseillers. Et nous sommes tous sur des réseaux sociaux plus ou moins élargis, mais proposent des biens souvent en avant-vente. Donc, une partie des biens ne sont même pas diffusés. Je travaille mon fichier client pour satisfaire mes proches et les clients que je rencontre régulièrement et qui me sont fidèles. Ça, c'est le off-market. C'est le off-market, exactement. Pour nous, il n'est pas off-market parce qu'il passe par des professionnels et c'est Vous, ce qui Franck, nous il est intéresse. Mais off-market. voilà, Oui, pour nos amis de Se Loger, il est un peu j'en off-market. parlerai hors caméra avec Olivier. Alors, raréfaction de l'offre. En parallèle, il y a quand même une diminution des ventes, on l'a vu tout à l'heure, et pour autant, les prix continuent de monter. C'est difficile à comprendre. Comme on dit, il y Parce aura. que quand on a moins de ventes, on se dit les prix vont Oui, mais baisser. en fait, je crois, mais Franck, tu
complétera s'il te plaît, mais pour moi, je soulignerai deux choses. La première, la raréfaction de l'offre fait que ça aide le prix à la hausse, puisque peu d'offres et de la demande, il y a un mécanisme naturel, donc forcément les prix et les propriétaires, c'est une opportunité pour eux, et donc ça pousse les prix à la hausse. Ça me semble assez évident. Le deuxième mécanisme qui est un peu plus complexe et plus récent, que je soulignerais, c'est on a aujourd'hui le prix des matières premières, des matériaux pour construire, qui ont pris 9-10%. Personnellement, je ne vois pas pourquoi une maison qui est bâtie, si le neuf prend 10%, ça va bien évidemment soutenir le prix de l'ancien. Donc on voit que ça, c'est un phénomène naturel que personne ne pourra contredire. Pourquoi on le voit sur des biens de grande consommation, plus ou moins onéreux, mais depuis très très longtemps, vous achetez une Ferrari sur commande, vous trouverez à la vendre avant qu'elle ne soit livrée plus cher que votre réservation que vous avez fait 24 mois plus tôt. On n'est pas dans ce Il n'y a pas que contexte, mais des on n'est pas loin. Ferrari sur le marché immobilier. Non, il n'y a pas que des Ferrari, mais en général, si ça fonctionne, je sais que c'est le cas pour les Tesla aujourd'hui. Vous voyez, donc il n'y a pas que les Ferrari, c'est certain. Voilà, donc il y a un phénomène de fond qu'on ne pourra pas freiner. Et puis, probablement, on peut aussi ajouter que dans l'euphorie, quand il y avait 50 acheteurs pour un bien à la vente, il y en avait 49 de trop. Aujourd'hui, il y a peut-être encore 15 acheteurs et il y en a un qui aura accès au bien. Donc aujourd'hui, il faut encore aller très très vite et on recommande à nos clients deux recommandations. Probablement à certains vendeurs d'être un petit peu moins ambitieux sur l'envolée des prix parce que l'augmentation des prix se freine et certaines villes baissent. Mais il y a une négociation à avoir, effectivement. Comment on arrive à convaincre un vendeur, comment on arrive à lui faire entendre raison, à lui dire: «Mais peut-être vous êtes trop gourmand, peut-être la donne est en train de changer et il faut revoir vos prétentions à la baisse»? Je vais juste planter le décor parce que je pense que Solvay a encore plus d'informations que nous. Nous, ce qu'on pense, c'est que déjà, quand on met une annonce, s'il y a, j'en sais rien, 500 vues, 2 clics pour téléphone, 0 appel, c'est qu'en général, le prix n'est pas à son niveau, est trop élevé. Parce que les Français sont plutôt très bien informés et ont beaucoup d'outils pour savoir si le prix est censé ou pas. Si vous allez sur dreamkey.fr, vous avez ville par ville toutes les transactions des dernières années. Ça vous donne quand même un benchmark, un élément de comparaison pour savoir ce qu'il en est. Donc ça, c'est un élément. Puis ensuite, je vais laisser Franck parce que si j'ai peu d'appels, etc., tout ça, ça se voit dans les bases de données et qui sont riches pour mieux comprendre comment réagissent les acquéreurs pour le coup. Bien sûr. Donc, une transaction immobilière, je rappelle une évidence, mais c'est la rencontre d'un acheteur et d'un vendeur. Donc, effectivement, nous, sur nos sites, notamment sur le site de Meilleurs Agents, on a une vente sur deux qui commence sur le site à travers un processus finalement assez classique de vouloir estimer en tant que vendeur son bien. Nous, le travail qu'on opère à ce moment-là, c'est d'essayer par rapport à toute l'historique des transactions, qu'on fait maintenant depuis bientôt 15 ans, donc des bases de référence. L'ensemble des transactions immobilières sont répertoriées dans notre site avec tous les critères qui établissent le niveau de prix. Donc on fournit des fourchettes, mais après, ça ne se suffit pas à lui-même, puisque notre proposition de valeur, c'est de qualifier ce projet et ensuite de mettre en relation le vendeur avec un professionnel pour qu'il l'estime, qu'il affine l'estimation qui a été faite. Les éléments de conviction, je crois que pour faire atterrir potentiellement un vendeur qui aurait des attentes trop élevées, ça, je pense que c'est le savoir-faire du professionnel de l'immobilier. Ce n'est pas vraiment chez nous que ça se passe. On peut donner des conseils parce que quand on, en tant que tiers de confiance, on va conseiller le vendeur dans le cadre de son parcours et s'assurer qu'il a tous les éléments éventuellement explicatifs de pourquoi une proposition pourrait être revue à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est le premier élément. Mais effectivement, parmi les conseils qu'on donne, après, derrière, c'est la mise, là, on passe côté acheteur. Il est très, très important de bien mettre en valeur le bien, d'essayer de donner un maximum d'explications sur comment le prix de vente a été fait. Il y a des conseils aussi, mais qui sont souvent assez basiques, entre des mandats simples et des mandats exclusifs. Ça joue beaucoup. On essaie de convaincre aussi les vendeurs de ne pas aller sur des mandats simples, parce que voilà, on pense qu'il y a un réel intérêt et un engagement plus fort de la part du professionnel
voilà, il va se défoncer pour aller jusqu'au bout de son mandat exclusif, parce qu'en général, il est limité dans le temps, comme vous le savez. Donc voilà, donc il y a ça, comme ça un certain nombre de conseils. Mais ce qu'on constate effectivement dans le cadre de nos annonces, c'est que pour revenir sur les éléments de contexte aujourd'hui, la durée moyenne d'une annonce sur nos sites s'allonge. Donc c'est quand même aussi, voilà, on pressent du fait de la nature des biens qui restent. Donc il y a, Concrètement, ça s'allonge de combien? ça allonge On peut le chiffrer? aux alentours de 30%, oui. 30% plus longue. Et ça, pour le coup, sur 2023, on pense que c'est une durée qui va continuer de s'allonger. Les biens vont rester à la vente un peu plus longtemps. Alors, pour plein de phénomènes, il y a des biens qui seront vendus, il y a des biens qui vont revenir dans le circuit parce que les crédits auront été refusés. Donc voilà, même si le taux d'effort en France voilà, va être aux alentours de 35% en 2023, ça veut dire qu'il y a quand même un dossier, il y a quand même voilà, potentiellement un dossier sur 3, un dossier sur 4 qui va être retoqué en moyenne en France. Donc ça va mécaniquement rallonger la durée de mise sur le marché des biens. Puis il y a les passoires énergétiques dont on n'a pas parlé encore et qui font une arrivée massive sur le marché. Alors, les passoires énergétiques ne font pas une arrivée massive sur le marché. C'est un truc de journaliste de dire ça? Je pense que les passoires énergétiques sont très nombreuses, mais elles ne sont pas encore massivement en vente. Je fais juste ce distinguo. Et là, pareil, il y a un phénomène d'adaptation. Vous avez vu que le gouvernement avait repoussé de 6 mois l'une des mises en œuvre. C'est un sujet qu'on a aussi abordé avec le ministre, parce qu'on ne pourra pas, en cliquant des doigts, personnellement, je pense que il est impossible de ramener les biens qui sont en F et G dans des niveaux raisonnables rapidement. C'est des tendances qui, naturellement, devraient prendre 5 à 10 ans. Et je croirais d'ailleurs beaucoup plus dans la liberté des coûts de chauffage, donc l'augmentation du coût de chauffage, pour pousser les gens à isoler et à aller vers une meilleure une protection, enfin, meilleure performance énergétique. Merci Franck. C'est très motivant, plus que le DPE qui est un peu un coup de bâton sur les doigts. Voilà. Mais c'est un phénomène de fond, c'est un phénomène qui va, selon les populations, et ça j'y tiens. Je pense que quand vous êtes retraité, vous avez fait un investissement locatif, vous avez besoin, ou votre loyer perçu vous aide à mieux vivre, à faire vos cadeaux de Noël ou votre voyage annuel, c'est différent que quand vous êtes plus jeune, vous êtes sur de l'optimisation fiscale et vous voyez à long terme. Donc là, il y a vraiment un phénomène qui devra être géré population par population. Pour des très jeunes, des plus jeunes, une passoire thermique peut être une belle opportunité s'ils ont le courage de relever leurs manches et de refaire l'électricité, changer les fenêtres ou que sais-je. Donc, dans toute, et c'est une base en stratégie. Quand le législateur met une loi un peu contraignante, pour certains, c'est une très mauvaise nouvelle. Pour d'autres, c'est une très belle opportunité. À suivre donc. À suivre. Franck, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer à nos auditeurs? Écoutez, d'abord, le premier des messages, c'est un message de remerciement. Voilà, en le disant en introduction, ça fait 20 ans que cette relation se développe. Et donc, la première, c'est de remercier nos auditeurs pour leur confiance dans le groupe Se Loger. Également, leur dire qu'on est plus que jamais à l'écoute du marché, à l'écoute de leurs besoins, et qu'il faut qu'ils n'hésitent pas à être en contact avec nos équipes pour les aider à tirer le meilleur parti des outils. On peut faire beaucoup de choses avec nos outils. Certaines particularités sont méconnues, sous-connues, sous-utilisées. Donc, on est là pour vous aider à tirer vraiment le meilleur profit des investissements. Donc, c'est important, surtout, comme on le disait, à l'aune d'un marché qui va se tendre un petit peu. Je pense qu'on rentre dans une période qui sera un tout petit peu plus difficile pour les professionnels de l'immobilier que ces 2 dernières années. Et donc, là où tout paraissait assez rose et assez dynamique, on pourrait, à travers les outils qu'on propose, aider à passer cette période qui sera peut-être un peu plus difficile. Donc, je suis conseiller immobilier digitéreux. Je n'hésite pas à contacter l'équipe Se Loger, Tout à fait. Groupe Aviv. C'est ça. Olivier, cette émission, elle touche à sa fin. Je vais vous laisser le dernier mot, mais j'ai une avant-dernière question. Avant de vous demander quels conseils vous donnez aux conseillers, aux acquéreurs, aux vendeurs, je reviens sur cette histoire de comment fixer le juste prix pour bien vendre. Alors, vraiment, pour moi, il y a une notion de discernement. Soit je suis un particulier vendeur et
j'analyse le marché. En 3-4 semaines, je suis tout à fait bien informé. Ensuite, bien évidemment, je contacte un professionnel de l'immobilier qui va me faire une évaluation et qui va tenir compte de micro-éléments, si je puis dire. L'environnement, transport, pas de transport, piscine, pas de piscine, état bien H et G ou autre. Voilà. Et donc, c'est complexe, c'est même très complexe. Nous, nos professionnels, ils estiment qu'il faut au moins une visite la première visite, c'est au moins 2 heures pour appréhender le bien. Ils mettent 3 heures environ pour faire une évaluation. On a des outils qui leur permettent de calibrer et donc de sortir aussi les biens comparables déjà vendus, les biens comparables à la vente. C'est un métier, c'est un savoir. Donc, et on les forme énormément pour ça. Donc, il faut faire confiance à ces professionnels. Et le prix, aujourd'hui, effectivement, après 3 ans où on leur dit non, mais vous mettez 15% trop cher et les biens sont partis, il faut faut revenir à plus raisonnable. Et pour ça, c'est un métier. Parfois, on dit aux propriétaires, on va mettre votre prix 15% plus cher pendant 15 jours, mais sachez que probablement, il faudra aller à la baisse. Donc, on prépare aussi son client en lui disant, vous êtes probablement un peu gourmand. Et puis, on teste le marché. Et puis ensuite, on a d'autres. Chez Ce Loger, vous mettez des alertes. Si vous avez mis 30 000 euros trop cher, il est visité le bien. Et puis, c'est que seulement quand on veut baisser le prix que les gens vont avoir des alertes et vont être intéressés. Donc, il y a un parcours. Ce parcours, c'est un parcours client final, pas toujours expérimenté. Et c'est bien à nouveau le professionnel qui est là pour l'aider. Et tout à l'heure, Franck soulignait le bénéfice du mandat exclusif. Il y a un autre bénéfice dont les Français ne sont pas assez conscients. C'est quand je confie mon bien à 3 ou 4 professionnels, la limite, c'est qu'il y a un professionnel qui va vouloir préempter et vendre avant les autres. Et donc accepter probablement des offres un peu basses. Quand je suis en exclusif, le professionnel qui m'accompagne, il sait à peu près ce que vaut mon bien. Donc je peux l'écouter, c'est lui qui m'accompagne, mais je peux accompagner sa recommandation, si je puis dire, ou l'adopter. Et puis sonder le marché, puis ensuite, il est là pour me défendre, pour défendre le prix de ma vente. Et lui, bien évidemment, le corollaire, c'est d'avoir des honoraires qu'il défend lui, parce que tout travail mérite salaire. Et il y a beaucoup de travail pour vendre un bien au juste prix. Donc, vous prenez tous les deux le mandat exclusif. Il n'y a aucun autre dans le groupe. Chez Capifrance Optium, on a dépassé les 50% de mandats exclusifs en 2022. On est très fiers. C'est le reflet d'un bel engagement des clients. Et si on en avait encore besoin, mais ce n'est plus le cas, une vraie belle reconnaissance de ces marques et des acteurs qui leur ont fait confiance, c'est-à-dire nos conseillers immobiliers. Merci à tous les deux pour cet échange très instructif et très animé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que j'en ai pris à animer cet échange. Olivier Colcourbet, Franck Letendre, merci à vous deux. Merci à nos deux visiteurs et à Merci très vite. beaucoup. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir.